Chapitre 1. Le commencement du début. Avant de devenir chevalier, Val était avant tout le jeune fils du roi Philippe, régnant sur le domaine du bailli, un petit royaume mais néanmoins prospère et qui maintenait une paix durable avec les territoires voisins, car le royaume attirait tous les grands seigneurs lors des concours de joutes et de lancers de vaches mortes. Évidemment, le jeune Val était très attiré par ces concours et il demanda à être formé pour devenir chevalier. Il devint le meilleur élève de sa promotion et rencontra une belle jeune femme qui s'appelait Bob. « Père, je vais épouser Bob, annonça-t-il fièrement au roi. « Non, tu ne l'épouseras pas, car Bob est ma fille illégitime, et donc ta sœur. » Effrayé, Val repensa à toutes les érections qu'il avait eues en imaginant Bob nu. Pris de honte, il demanda à son père d'être envoyé en mission le plus loin possible du royaume. Val fut intégré dans l'escouade des chevaliers d'élite. Ils voyagèrent à travers le monde. Ils aidèrent les paysans, combattirent les bandits, affrontèrent des dragons, des tables et des moutons un peu vénères. Lui et les autres chevaliers formèrent un groupe soudé. Rien ne pouvait ébranler leur camaraderie sans faille. C'est alors que Sir Alexandre annonça la venue d'une nouvelle recrue. 2 jours plus tard, Bob se présenta à tous. Évidemment, Val était perturbé, en particulier dans son slip. La tête en friche, il s'imagina 1000 scénarios. Complètement perdu, il décida de se rendre dans la tente de Bob pour lui révéler tout ce qu'il savait et qu'elle ignorait. Après son récit, Bob resta neutre et lui dit « Bah je sais Val, et alors, t'as jamais regardé Game of Thrones ?» Val était maintenant effrayé et dégoûté, car il connaissait très bien Game of Thrones, mais il ne s'était jamais remis de la mort de Lord Stark. Alors, il déserta sa garnison. Il ne voulait plus avoir affaire à Bob, ni à qui que ce soit du bailli. Au royaume, personne ne sut ce qu'était advenu du chevalier Val du bailli. Ce dernier s'était exilé dans un petit village, jusqu'au jour où un homme bien mystérieux, vêtu d'une robe de mage bien mystérieux, lui tendit un contrat bien mystérieux. Val devait se rendre à la taverne du chien qui miaule, où l'attendraient 3 autres aventuriers. Val du bailli avançait le long d'un chemin boisé, en direction de la taverne. Rien ne semblait pouvoir rompre ce calme. Pourtant, des bruissements plutôt suspects se firent entendre, et dans la seconde, 3 bandits bondirent des buissons. Celui qui s'apparentait comme le chef s'approcha de Val et lui dit d'un air menaçant « La bourse ou la vie !» Sans aucune hésitation, Val du bailli empoigna son épée, trancha les 2 jambes du chef, puis la gorge. Dans son élan, il se jeta sur les 2 autres bandits et les transperça tous 2 de son épée. Les 3 bandits décédés, Val en profita pour leur faire les poches. Il ramassa une trentaine de pièces d'or qu'il stocka dans sa bourse, puis il reprit sa route en direction de la taverne. Ben Arvel grandit dans la forêt du Bellois, au sein d'un clan d'elfes nomades, les Ducatés. Les Ducatés étaient dotés d'une énergie spirituelle importante qui leur permettait, entre autres, de dompter les animaux sauvages. Une force mais aussi une faiblesse car ce pouvoir attirait les convoitises. Ainsi, ils connurent bon nombre d'ennemis. Pour leur échapper, ils se déplacèrent constamment à travers la dense forêt. Ils devinrent des chevaucheurs réputés. Hommes, femmes et enfants étaient concernés, y compris Ben Arvel. Ils étaient tous capables de monter à cheval et de dompter le plus sauvage d'entre tous. Mais un groupe de mercenaires vint rompre cette vie paisible. Ils étaient nombreux, organisés et disciplinés. Ils agirent dans la nuit, lorsque la plupart des elfes dormaient. Tout sauf Ben Arvel, isolé du groupe qui avait évité de justesse l'attaque d'un ennemi avant de le tuer. Puis il s'en retourna au camp mais constata, bien trop tard, que tous les elfes avaient péri. Puis il reçut un violent coup sur le crâne qui l'assomma. À son réveil, il fut interrogé par le chef des mercenaires, Albatar, qui voulait connaître le secret de leur magie. Ben Arvel était têtu et resta muet, pour la simple et bonne raison qu'il n'en savait rien. Cette magie était innée, voilà tout. Alors Albatar se débarrassa de l'elfe et le jetant par-dessus une falaise. Mais Ben Arvel ne mourut pas. Son corps fut retrouvé par Mirouf, un grand mage puissant. Ce dernier, par ses talents, rétablit bien vite l'elfe.
Puis Benarvel raconta son histoire. Alors Mirouf lui promit de lui enseigner ses sorts, afin de permettre à l'elfe d'assouvir sa vengeance. 2 années passèrent jusqu'à ce que Benarvel se sente prêt. Il retourna à la forêt du Bellois et remonta à la trace des mercenaires jusqu'à leur base. Mais à son grand malheur, les bandits n'étaient plus là. Alors Benarvel se jura de parcourir le monde pour les retrouver en massacrant tous les bandits qu'il croisait. Sans doute pour cette raison qu'un jour, un homme bien mystérieux, vêtu d'une robe de mage bien mystérieuse, lui tendit un contrat bien mystérieux. Benarvel devait se rendre à la taverne du chien qui miaule, où l'attendraient 3 autres aventuriers. Benarvel avait choisi d'emprunter la route principale pour se rendre à la taverne du chien qui miaule. Un chemin généralement surveillé et protégé des bandits. Et effectivement, il ne rencontra aucune hostilité, si ce n'est une bande de gamins jouant aux gendarmes et aux voleurs. L'un des enfants aperçut au loin Benarvel et le reconnut en tant que mage. « Monsieur le mage, s'il vous plaît, faites-nous un sort !» Après réflexion, Benarvel choisit d'accéder à la requête du jeune garçon et d'un claquement de doigts, il le transforma en canasson. Les 2 amis du garçon furent pétrifiés de stupéfaction. « Wouah, vous êtes trop fort, monsieur le mage, c'est dingue !»« Ah ouais, carrément, tenez, je vous donne cette sucette à la fraise pour vous féliciter !» Benarvel s'empara de la sucette et repartit, fier d'avoir épaté ses enfants, même s'il ignorait totalement comment rendre l'enfant dans son apparence normale. Vinsart était un nain né d'une famille de forgerons de la cité souterraine du Valbuena. Les nains se distinguaient par leur petite taille, mais Vinsart souffrait de problèmes de croissance et était encore plus petit qu'un petit nain. Il en souffrit beaucoup durant son enfance, où tous ses camarades d'école se moquaient de son corps chétif. Les choses ne s'arrangèrent pas avec le temps puisqu'il restait toujours imberbe, alors qu'il atteignait l'âge adulte. Bien qu'il fût toujours bienveillant avec lui, Vinsart en voulait à ses parents de l'avoir conçu ainsi. Et dans un accès de colère, il prit la fuite et quitta la cité dans l'espoir d'une vie meilleure à la surface du monde, là où aucun nain n'en était jamais revenu. Ébloui par la lumière du soleil, Vinsart resta aveugle durant 30 jours. Par chance, il était tombé d'une falaise dès le 2e jour et sombra dans un profond coma pendant presque 2 ans. À son réveil, il découvrit qu'il avait été recueilli par un elfe du nom de Vélosancel. « Comment t'appelles-tu » lui avait demandé l'elfe, pris de pitié pour la petite chose éveillée. « Vinsart le Rouge » répondit Vinsart le Rouge. « Vinsart le Rouge ? Oh, c'est beaucoup trop long. Je vais plutôt t'appeler Vin Rouge. » Vélosancel était un elfe qui vivait dans le petit bourg de Rochy, une petite commune peuplée en grande majorité d'humains. Il partageait son savoir de la chasse en échange de pièces d'or et il s'était bâti une solide réputation. Néanmoins, les habitants restèrent dubitatifs quant à son adoption d'un gnome. Surtout, Vélosancel apprit tout ce qu'il savait du maniement de l'arc à Vinsart qui se révéla un excellent élève. Le nain participa et remporta par la suite tous les concours de tir organisés par le bourg de Rochy. Malgré ça, il ne reçut jamais la sympathie des habitants qui le considéraient comme un étrange étranger. Alors les habitants se rendirent un soir chez Vélosancel et demandèrent à l'elfe d'expulser Vinsart. Évidemment, il s'y opposa, mais les habitants devinrent insistants jusqu'à entraîner une rixe. Vinsart, qui assista à la scène, prit la défense de son maître, mais il fut vite repoussé accompagné d'un « Dégage le gnome !» proféré par le teigneux Butch. Ce même Butch, armé d'un couteau à patate, l'enfonça accidentellement dans la poitrine de Vélosancel. L'elfe s'écroula à terre et les habitants prirent la fuite en courant. Vinsart vint à la rescousse de son maître, mais sa blessure était trop importante. Avant de mourir, ses derniers mots furent « Plusieurs années passèrent depuis la mort de Vélosancel et l'exil de Vinsart qui erra à travers le monde. Néanmoins, il gardait en esprit de se venger et pour ça, il s'était préparé. Il avait croisé par hasard la route d'un magicien du nom de Kératin. Ce dernier lui avait alors vendu tout un tas de potions pour le rendre à la fois plus grand et plus fort. Il s'était même procuré une fiole accélérant la pousse des poils. Lorsqu'il revint à Rochy, il y découvrit un village miséreux et affamé, bien loin de l'atmosphère paisible d'autrefois. Depuis la mort de Vélosancel, les habitants n'étaient plus capables de chasser et ainsi
leur production s'était drastiquement appauvrie. Vinsart n'avait cependant qu'un nom en tête, celui de Butch. Après enquête, il le trouva chez lui dans une petite maison décrépite. Avant de le poignarder, Vinsart lui adressa comme dernier mot « Je suis un nain !» puis de le laisser pour mort. Dès lors, Vinsart retourna dans son errance jusqu'à ce que dans une taverne, un homme bien mystérieux, vêtu d'une robe de mage bien mystérieuse, lui tendit un contrat bien mystérieux. Vinsart devait se rendre à la taverne du Chien qui miaule où l'attendraient 3 autres aventuriers. Pour se rendre à la taverne, Vinsart coupa à travers les bois. Aucune raison de tomber sur des bandits. En revanche, il pouvait croiser la route d'animaux sauvages. Et justement, à une centaine de mètres devant lui, un sanglier reniflait les feuillages. La bête de dos se retourna en direction de Vinsart. Le sanglier vit le nain et lui fonça dessus. Vinsart se précipita à grimper dans un arbre, manqua de chuter à cause d'une branche qui céda sous son poids, mais parvint à bonne hauteur pour décocher 2 flèches dans le museau du sanglier. La bête mourut peu de temps après. Vinsart descendit de son arbre et découpa une belle tranche de viande, s'alluma un petit feu pour la cuire. Il en mangea une partie et garda le reste pour plus tard. Puis il reprit sa route en direction de la taverne du Chien qui miaule. À sa naissance, Niklas était le dernier fils de Hervé de Koenigsberg, un homme de haute noblesse de la ville de Crèvecoeur. Si Niklas était promis à un bel avenir dans l'aristocratie, il n'en fut rien. À l'âge de 4 ans, la ville fut assiégée par un clan de mercenaires orques. Ils firent un véritable massacre jusqu'à pénétrer dans la demeure des Koenigsberg. Affolé, Hervé ne trouvait comme solution que de leur proposer une bière, que les orques acceptèrent volontiers. Mais vite rattrapé par sa radinerie, Hervé refusa finalement l'échange. Vexés, les orques zigouillèrent le pauvre homme. Ils l'abandonnèrent dans un triste état, mais toujours en vie, et kidnappèrent au passage leur fils, Niklas. Niklas fut élevé par les orques. Très vite, il démontra ses aptitudes pour la sournoiserie. Ainsi, il devint très vite la petite salope du groupe, celle qui attaquait par derrière en enfonçant ses dagues dans le dos de ses ennemis. Avec ses talents d'assassin, Niklas devint le petit protégé de Flickeplock, le chef orc originaire de Suède. Ce qui n'était pas pour plaire aux membres du clan qu'il est surnommé Police, en raison de sa peau blanche d'humain vulnérable. Une peau qui ne fut plus si lisse que ça à force de se battre avec les orques, car le passe-temps favori de Niklas était de semer la zizanie dans le clan. Au crépuscule de ses 24 ans, le jeune homme, lassé du quotidien barbare de ses congénères, décida de quitter le clan. Par une nuit calme, alors que tout le monde dormait, Niklas trancha la gorge de chaque orc en terminant par Flickeplock, afin de s'assurer qu'il ne retrouverait pas sa trace. Depuis lors, Niklas Police, car tel était devenu son nom, devint chasseur de primes et accessoirement de trésors, acceptant tout type de contrat qui l'aiderait à s'enrichir en tuant le maximum de gens. Un jour, un homme bien mystérieux vêtu d'une robe de mage bien mystérieuse lui tendit un contrat bien mystérieux. Niklas devait se rendre à la taverne du Chien qui miaule où l'attendraient 3 autres aventuriers. C'est en arpentant le chemin boisé en direction de la taverne du Chien qui miaule que Niklas tomba sur les cadavres de 3 bandits. Interloqué, il s'arrêta quelques instants devant cette scène pas si surprenante que ça en s'étant troublé. À peine allait-il examiner les corps qu'un bandit surgit des buissons. « C'est toi qui as tué mes frères d'armes !»« Grand Dieu, non, noble guerrier, ce n'est pas moi !»« Ah bon ? Bah j'ai cru, Barzieux !» Le bandit ne put finir sa phrase car Niklas s'était suffisamment approché de lui pour lui planter sa dague sous l'aisselle et lui ouvrir le ventre jusqu'à la ceinture. Il se vida de son sang et finit par mourir lentement d'une terrible agonie. Niklas en profita pour fouiller les 3 autres cadavres, les poches vides évidemment, avant de s'occuper de sa victime. Il récupéra cette fois 10 pièces d'or, puis il reprit sa route en direction de la taverne du Chien qui miaule. Les 4 aventuriers se retrouvèrent tous à la taverne du Chien qui miaule. Tous dans un coin s'observaient, se jaugeaient. Chacun savait que 3 autres aventuriers avaient rendez-vous dans cette taverne. Ils étaient 4 clients. Il était aisé de faire le rapprochement, quand finalement quelqu'un entra. Un homme bien mystérieux, vêtu d'une robe de mage bien mystérieuse, invita les aventuriers à le rejoindre à une table et passa commande auprès du tavernier. Pendant qu'il buvait,
L'homme bien mystérieux, vêtu d'une robe de mage bien mystérieuse, révéla enfin son identité et le véritable but de toute cette histoire bien mystérieuse. Je suis Makuyas, fils de Macintosh. Je suis professeur de la prestigieuse université Chiquita. Il se trouve que j'ai découvert les travaux de l'une de mes collègues, la professeure Emmanuelle. Ils sont pour le moins inquiétants. Vous devez intervenir. Après un moment de flottement, Ben Arvel s'emporta. Allez-y, crachez le morceau! Non mais, vous allez me parler correctement, espèce d'abruti? Vous ne pensez tout de même pas qu'on va se lancer à corps perdu dans une quête sans aucune raison? On ne connaît même pas la récompense. Bon, très bien. Je soupçonne ma collègue de mener des expériences sur des morts, afin de les ramener à la vie pour se constituer une armée de morts vivants et ainsi dominer le monde. Mais nous pouvons empêcher ça en lui volant son grimoire personnel. Retrouvez-moi à Ventrevide dans 3 jours, et je vous expliquerai tout. Et pourquoi vous nous l'expliquez pas tout maintenant? Makuyas ne répondit pas, se leva et quitta la taverne. Il laissa les aventuriers dans l'expectative avec l'addition en prime. C'est à ce moment-là que le tavernier s'approcha de la table des aventuriers. Le chevalier Val du Bailly paya sa consommation sans rechigner, puis quitta l'établissement. De son côté, Vinsart entourloupa le tavernier, prétextant être pressé, lui fit croire qu'un des compagnons allait payer l'addition. Quoi? Mais c'est mort! S'emporta cette fois Nicolas. Eh, attends un peu mon petit, ton ami m'a dit que l'un de vous allait payer l'addition, alors tu vas me donner ton or sinon. Le tavernier ne termina pas sa phrase. Nicolas avait placé sa dague juste au niveau de son cou. Eh, tu me connais pas moi, je suis un vrai malade. Ok, tu peux partir, mais ton pote reste là. Très bien. Nicolas quitta la taverne. Le tavernier se tourna vers Ben Arvel, le seul aventurier qui restait. Ce dernier, comme les autres, ne voulait pas payer l'addition non plus. Alors il lança l'un de ses sorts, en l'occurrence l'altération de l'esprit. De quelques mots et d'un geste de la main, il effaça les derniers instants de la vie du tavernier. Or, le sort fut si puissant qu'il effaça toute la mémoire du pauvre homme, qui en oublia jusqu'à son nom. Puis Ben Arvel quitta l'établissement pour rejoindre ses compagnons. Dehors, Val était en colère. Donc il n'y a que moi qui ai payé ce que je devais. Mais c'est pas possible, putain! Vous allez me foutre dans la merde avec vos conneries. Je suis un chevalier, moi. J'ai une réputation à tenir. Les aventuriers ignorèrent totalement les attaques verbales du chevalier. Et il y en a pas un qui va me répondre en plus. Tandis que Nicolas, Ben Arvel et Vinsart s'éloignèrent, Val se calma et les rejoignit. Ils reprirent tous la route en direction de Ventrevide. Vinsart demanda à chacun de ses compagnons comment ils avaient rencontré Makuyas. Ils déclarèrent tous que le mage leur était tombé dessus sans véritablement de raison. Ils n'avaient reçu aucune consigne particulière, si ce n'est de se rendre à la fameuse taverne. Ben Arvel se demandait alors si d'autres aventuriers avaient été conviés à cette mission et qu'ils avaient peut-être décliné l'invitation. Mais il abandonna sa réflexion, estimant qu'il n'aurait jamais la réponse. On devrait fixer quelques règles, déclara Val. Ouais, on verra ça plus tard, lui répondit Nicolas. Il n'a pas tort, enchérit Vinsart. Nous avons un petit souci. Makuyas nous a dit de le retrouver à Ventrevide dans 3 jours. Sauf qu'il en faut 4 pour atteindre la ville. On peut éventuellement couper à travers ces champs, mais les cultivateurs risqueraient de ne pas aimer. On coupe le champ, on passe au travers, proposa Ben Arvel. Moi je prendrai la sécurité, préconisa Vinsart. Le nain trouvait plus sûr de passer par la route principale. Nicolas acquiesça tandis que Val se rangea de l'avis de Ben. Mais finalement, ces deux derniers acceptèrent de prendre la route. À part quelques voyageurs du coin, les aventuriers ne croisèrent aucun danger. Au bout de quelques heures, ils tombèrent sur 2 enfants et un cheval. Ben Arvel les reconnut immédiatement. C'était le groupe qu'il avait rencontré avant de se rendre à la taverne. Il avait transformé le plus petit en canasson pour épater les gosses de sa magie. « Monsieur le mage! Ah, on est trop content de vous revoir !»« Tu les connais ?» demanda Val à l'elfe. « Oui, je les ai croisés avant de vous rencontrer et... »« Monsieur le mage, par contre, vous pourriez transformer notre pote, parce qu'il est relou, il arrête pas de chier partout. »« Moi, je réclamerais 50 pièces d'or pour faire un sort, » conseilla Vinsart. Ben Arvel avait une bien meilleure idée. Il leva son bâton et transforma les 2 enfants en de magnifiques chevaux pur sang arabe déjà scellés. Val du Bailly s'empressa de monter sur le premier. « Ah, formidable! Cela ne vous dérange pas que j'en prenne un? Ces chevaux vont nous permettre de rattraper notre journée de retard. Ce n'est pas à négliger. »
Tu as raison, Val, répondit Vinsart. Puis-je m'asseoir avec toi? Le nain monta sur le cheval de Val. Benarvel prit les rênes du second. Nicolas, tu montes avec moi? Non. Allez, monte, on sera plus rapide. Non. Mais putain! Bon, d'accord! Nicolas accepta de monter sur le cheval de Benarvel. Avec les chevaux en leur possession, les 4 aventuriers rattrapèrent leur journée de retard alors que la nuit commençait à tomber. Ils s'éloignèrent de la route pour allumer un petit feu de camp, se restaurer et organiser les tours de garde. Je veux bien être le premier, dit Vinsart. Je ferai le deuxième tour de garde, dit Nicolas. Et moi le troisième, dit cette fois Benarvel. Val du Bailly se chargera du dernier tour de garde. Lors de son tour de garde, Vinsart ne remarqua rien. Il réveilla Nicolas pour l'avertir de son tour et alla se coucher. Nicolas ne remarqua rien non plus, mais il attendit que son compagnon nain soit profondément endormi pour fouiller ses affaires et lui voler une viande de sanglier cuite. Satisfait de sa perfidie, il réveilla Benarvel pour lui signifier que c'était à son tour. L'elfe mage ne remarqua rien non plus, si ce n'est une biche qui se promenait à proximité. Voilà une belle occasion pour Ben de la transformer, elle aussi, en cheval. Son tour de garde prit fin. Il réveilla Val. Ce dernier ne remarqua rien de suspect dans la nuit. Il ne remarqua pas non plus la présence d'un troisième cheval. Au petit matin, Benarvel raconta son histoire avec la biche et offrit le cheval à Nicolas qui, en toute discrétion, lui offrit la viande chipée au nain pour le remercier. De son côté, Vinsart, lui, s'aperçut de la disparition de son morceau de viande. « Hé les gars, vous n'avez pas vu ma viande de sanglier ?»« Non, répondit Nicolas. Tu as dû la manger puis tu t'en souviens plus, suggéra Val. Pris par le temps, Vinsart ne s'attarda pas sur cet événement. Les aventuriers reprirent leurs affaires et se remirent en route, direction la forêt. Mathusalem était un guerrier âgé de 10 042 ans et était presque aussi vieux que le meurtrier lui-même. C'est en tout cas ce qu'il racontait à qui voulait bien l'entendre. En réalité, il n'était pas aussi vieux que son apparence ne laissait suggérer. Mais la vie l'avait brisé à de nombreuses reprises, au point qu'il s'était résigné à vivre seul, sans aucune attache. Ce jour-là, il se promenait dans la forêt en portant son spleen sur les routes, guettant les arbres à la recherche de victuailles. Il trouva sur des buissons des petites baies. Il les cueillit et tandis qu'il en mangeait quelques-unes, un charmant petit lapin adulte vint à sa rencontre. Le regard espiègle, le petit animal semblait demander poliment au guerrier quelques baies afin de nourrir sa petite famille cachée dans les bois. Amusé, Mathusalem leva son lourd marteau et l'abattit sur le naïf petit lapin. Ce dernier crut sans doute à une blague de son agresseur puisqu'il conserva un malicieux petit sourire avant de mourir, non pas écrasé, mais littéralement explosé par l'ampleur du coup. Des gerbes de sang, des morceaux de chair, des triples volèrent en éclats. Des tout petits bouts d'os furent expulsés à travers la forêt, touchant et tuant tous les animaux embusqués dans les buissons. « Ce sont mes baies !» lança le guerrier avant de manger ce qui lui restait de fruits. À une centaine de mètres de là, les aventuriers assistèrent à ce spectacle sanglant. « Mais vous avez vu ce taré ?» demanda Val à ses compagnons. « Ouais, on devrait se méfier de lui, je crois bien, conseilla Vinsart. »« Moi, il me plaît bien, réagit Nicolas. » Le drôle de guerrier tourna la tête en direction des aventuriers et étoisa. « Bonjour, dit Val à l'attention de Mathusalem. Vous n'auriez pas vu une biche ?» demanda l'intéressé. « Je cherche ma biche !» Les aventuriers se regardèrent et restèrent sans voix. Ils avaient une petite idée du destin de la biche, notamment Benarvel, mais n'en dirent pas un mot. « Hé, on ne dit jamais 405 ! Allez hop !» Et c'est ainsi que Mathusalem rejoignit le groupe des 4 aventuriers, qui devint un groupe de 5. « Non mais, le gars intègre notre groupe et personne ne dit rien, s'insurgea Benarvel. « Bah quoi, tu lui fais pas confiance ?» lui demanda Nicolas. « Bah, évidemment que non. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, ce mec. C'est vrai que je ne le connais pas, expliqua Val. Mais il est balèze. Et moi, ça me suffit. Je serai gentil, dit Mathusalem. Vous voyez, c'est un mec bien, conclut Nicolas. Vinsart, lui, avait subi cet événement sans dire un mot, de peur de finir comme le lapin adulte. Les aventuriers reprirent leur route avec Mathusalem comme nouveau compagnon. À peine quelques centaines de mètres plus loin que surgit des buissons. Non pas un lapin adulte, non pas 2, non pas 3, pas 4 lapins adultes, pas 5, non pas 6, non pas 7, pas 8 lapins adultes, non pas 9, non, en fait,
Aucun lapin adulte ne surgit des buissons. Val interpella Nicolas. Nicolas! Quoi? Non, rien. Alors que les aventuriers s'apprêtèrent cette fois à quitter la forêt, ils croisèrent la route de 7 bandits. Ces derniers ne tentèrent pas d'approche diplomatique, ils attaquèrent directement. Vinsart, conscient de son instinct, fit preuve d'intelligence. Il recula de quelques mètres en direction des arbres afin de s'y cacher. « Hé, regardez les gars! Il y en a un qui essaie de se planquer !» Repéré par un bandit, les compagnons de Vinsart se retournèrent vers lui. « T'es sérieux ?» demanda Val. « T'es en train de t'enfuir ?»« Quoi? Moi? Mais pas du tout, je... » « Espèce de lâche !» lui toisa Mathusalem. Penaud, Vinsart abandonna sa courageuse stratégie pour se rapprocher du groupe. Val, de son côté, empoigna son épée à 2 mains et chargea les 2 bandits les plus proches. Il tournoya son épée en direction du premier qui se recula pour éviter le coup. Pris dans son élan, Val fut déstabilisé quand le second bandit lui asséna un violent coup de poing en pleine face. Le chevalier se retrouva à terre, complètement sonné et incapable de se relever. Devant cette scène, Mathusalem prit son marteau et courut vers les 2 adversaires. « Ya! Où est ma biche ?» Il tournoya son marteau comme l'avait fait Val avec son épée. Sauf que cette fois, le bandit ne put esquiver le coup. Et dans son élan, Mathusalem percuta également le second bandit. Par la violence du coup, les corps des 2 hommes se découpèrent en 2 et se projetèrent contre les arbres où ils éclatèrent en gerbes de sang. Les 5 autres bandits étaient pétrifiés de peur. Allongé par terre, mais toujours endolori, Val avait assisté à la scène aux premières loges. « Ouah, t'es vraiment trop fort, Mathusalem !» Nicolas s'empara de ses couteaux de lancer et les envoya entre les 2 yeux de 2 autres bandits. Benarvel se chargea des 3 derniers en les transformant en chevaux qui prirent la fuite. Les bandits étaient hors d'état de nuire. Les aventuriers fouillèrent chacun leur victime. Comme ils n'avaient tué personne, Vinsart vint en aide à Val qui n'avait tué personne non plus. Le chevalier retrouva bien vite ses esprits, tandis que le nain retrouva plus difficilement son courage. Nicolas, Benarvel et Mathusalem découvrirent avec plaisir que chaque bandit portait sur lui 30 pièces d'or. Les 3 aventuriers possédaient maintenant un peu plus d'une centaine de pièces d'or chacun. Les aventuriers quittèrent la forêt à la tombée de la nuit. Val du Bailly repéra une hutte abandonnée non loin de la route. Le groupe y passera la nuit. Après l'organisation des tours de garde, c'est Benarvel qui resta éveillé le premier. Tandis que ses compagnons dormaient à point fermé, Benarvel aperçut au loin un homme qui semblait s'approcher de la hutte. L'homme, plutôt chétif et mal en point, se savait repéré par l'elfe. Alors il se rapprocha, les mains en l'air. Benarvel s'éloigna de quelques mètres du camp pour faire face à l'homme. « Qui es-tu ? Tu veux la drogue ? Montre-moi ce que tu proposes. » L'homme mit ses mains dans les poches et les ressortit aussitôt. Il les tendit et les ouvrit. Dans la main gauche, une pilule rouge. Dans la main droite, une pilule bleue. 40 pièces d'or la pilule rouge. Ou bien 40 pièces d'or la pilule bleue. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge. Tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Benarvel réfléchit quelques instants. Ne voulant pas taper dans sa bourse, il jeta un regard vers ses compagnons et en particulier vers Vinsart. Benarvel allait lui voler son or pour acheter les pilules. « Toi ne bouge pas, dit-il au vendeur. » Benarvel s'approcha discrètement de Vinsart, endormi. Il rapprocha sa main de la poche du nain, mais ce dernier se tourna sur le côté en agrippant la main de l'elfe. Surpris, l'elfe tenta de glisser sa main en dehors du bras de Vinsart, mais l'endormi resserra son étreinte. Emporté par un doux rêve, le nain commença à sucer le poing de l'elfe. Dégoûté, Benarvel dégagea son bras d'un coup net, ce qui ne réveilla pas sa victime pour autant. Benarvel s'en retourna auprès du vendeur. Il n'avait pu voler d'or à Vinsart et n'était pas décidé à céder le sien. Il n'y avait plus qu'une solution, la chevalomorphose, transformer l'homme en cheval. Alors qu'il leva son bâton magique, le vendeur prit peur et, en échange de sa vie sauve, offrit un sac entier de pilules à Benarvel, qui accepta. Puis l'homme s'enfuit à toutes jambes. Le lendemain matin, Benarvel prit la parole au cours du petit déjeuner. Pendant mon tour de garde, un type drôlement chelou s'est approché. Il n'avait pas l'air net, mais pas très dangereux non plus. Il m'a filé un sac entier de pilules. Ça intéresse quelqu'un ? Elles ont quoi de spécial tes pilules ? Demanda Nicolas. Ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bon bah donne-moi la rouge. Nicolas s'empara de la pilule et la croqua. Elle avait un petit goût de framboise.
Nicolas se laissa happer par cette saveur, mais très vite, il ressentit des hallucinations. Il voyait des femmes humaines, naines, elfes et gobelines, nues dans une orgie où giclaient toutes sortes de liquides. Nicolas se laissa prendre à ce petit jeu et promena son pénis d'un orifice à un autre. Au moment de jouir, il se réveilla. Tous ses compagnons le regardaient d'un air suspect. Nicolas était hagard, nauséeux. Il avait surtout une énorme érection. Mais il ne se sentait vraiment pas bien. « Bon, moi je te prends la pilule bleue, annonça Mathusalem. Je veux savoir ce que c'est. Mathusalem croqua la pilule bleue. Elle avait un affreux goût de ragoût d'oursin malfaisant, le genre d'oursin mort depuis des semaines. Puis le guerrier se sentit d'un coup étrange. Il commença à avoir des douleurs dans le ventre. Des bruits énormes surgirent de ses entrailles. Il se tordit de douleur jusqu'à un moment fatidique. Mathusalem lâcha un énorme paix. Quelques secondes plus tard, il se sentit beaucoup mieux, se détendit et reprit gentiment ses esprits. En voyant ce spectacle, Benarvel se dit qu'il avait eu raison de ne pas acheter ces merdes. Sur ces événements, les aventuriers préparèrent leurs sacs et reprirent leur route. Ils approchèrent Montrebide. Il s'agissait d'une ville ancienne fortifiée de taille moyenne. Si les remparts hauts et robustes étaient impénétrables, ils avaient perdu de leur superbe avec le temps. Ce qui n'était pas dramatique dans la mesure où Montrebide était une ville calme et accueillante. Beaucoup de voyageurs y séjournaient dans une des nombreuses auberges. La ville était aussi connue pour ses nombreux sites. Une ville qu'aucun des aventuriers ne connaissait quand ils arrivèrent à la porte principale, tenue par 2 gardes. Ils laissèrent leurs chevaux dans une écurie et se dirigèrent vers la porte. « Halte là! Si vous voulez passer, il faut payer la taxe. C'est 10 pièces d'or par personne. » Nicolas accepta de payer. « Moi, j'ai une pilule magique, annonça Mathusalem. Si vous me laissez passer, je vous l'offre. C'est une pilule qui vous rendra riche. Il faut me croire. » D'accord. Le garde accepta la transaction et Mathusalem put garder son or. Benarvel tenta de passer, pensant que cela suffisait au groupe, mais le garde le stoppa. « Hé, tu vas où toi? Tu dois payer. Mais mon compagnon vous a offert une pilule pour vous enrichir. Ça doit suffire, non? » Non. Bon, très bien. Je vous offre ce sac entier de pilules si vous nous laissez passer, moi et mes compagnons. Oh, un sac entier, génial! Allez-y, passez! Benarvel, Val et Vinsart purent à leur tour entrer dans Montrebide. Nicolas glissa néanmoins une remarque à Ben. Tu as quand même payé pour un nain qui a essayé de se barrer et l'autre qui est tombé dans le coma. Les aventuriers étaient maintenant à Montrebide, plus précisément dans le quartier marchand. Ils en profitèrent pour visiter les magasins. Nicolas, Vinsart et Benarvel se rendirent à une forge. Nicolas aperçut des dagues ventrales, plus discrètes que les dagues en sa possession. Il revendit les siennes pour 10 pièces d'or et acheta les dagues ventrales au prix de 30. Il acheta également un arc sylvain pour 20 pièces d'or. Benarvel voulut vendre sa petite sucette à la fraise ainsi que la viande de sanglier, mais Vinsart, dans les parages, aperçut la transaction. « Hé, mais c'est à moi! C'est ma viande! Voleur !» Benarvel, un peu penaud, ne savait pas où se mettre. « Bon écoute, dit Vinsart, tu vends cette viande et tu partages l'or avec moi. Si tu ne veux pas partager, je te bute. » Benarvel, pas du tout impressionné, proposa une meilleure idée au nain. « Ce qu'on va plutôt faire, c'est que je vais garder l'intégralité de l'argent sur la viande de sanglier. Et ensuite, tu vas acheter l'épée à 50 pièces d'or et me la donner. D'accord ? Oui, d'accord. » Benarvel récupéra l'épée ainsi que 7 pièces d'or pour ses ventes, tandis que Vinsart se retrouva sans aucune pièce puisqu'il venait de tout dépenser. Il ne put rien acheter pour lui. Val de son côté se rendit chez le parchemiste. Ce dernier proposa un parchemin de résurrection à 10 000 pièces d'or, un parchemin de téléportation à 500 pièces d'or et un parchemin de boule de feu à 50 pièces d'or, entre autres choses. Val était surtout intéressé par les parchemins de résurrection et de téléportation, mais il n'avait pas la somme nécessaire. Il tenta un coup de bluff. « Écoutez, je suis intéressé par vos parchemins, mais je n'ai pas 15 000 pièces d'or sur moi, vous imaginez bien. Je suis le fils d'une famille de haute noblesse, et je vous enverrai quelqu'un payer la facture. Vous ne prenez pas la carte bleue, j'imagine. »« Mais tu me prends vraiment pour un con ? Tu crois que je la connais pas, ta combine ? Dégage d'ici, et n'y reviens plus !» Val quitta l'établissement sur les hurlements du parchemiste. Mathusalem, lui, s'était rendu à Texty Shop. Il était plutôt intéressé par un sceptre antique à 50 pièces d'or et une banane Lacoste à 40 pièces d'or. « Fais-moi un prix, dit-il au vendeur. Les 2 objets pour 50 pièces d'or, sinon je te casse la gueule. » Non. Bon, je paye 90 pièces d'or alors. Marché conclu.
Après leurs emplettes, les aventuriers se retrouvèrent à l'extérieur. Ils devaient maintenant retrouver Maquillas, mais un nouveau problème s'imposa à eux. Maquillas était à ventre vide, mais ils ne savaient pas où exactement, et la ville était plutôt grande. D'un commun accord, ils se dirigèrent vers l'établissement le plus proche, l'auberge du cheval mort noyé. À l'intérieur, l'aubergiste discutait avec 2 clients au comptoir. 2 autres jouaient aux cartes à une table. Un autre homme, encapuchonné, se trouvait au fond de la pièce, regardant les aventuriers entrer sans bouger d'un cil. Val se dirigea vers lui et lui adressa quelques mots dans une langue étrangère. « You're talking to me ?»« Pardon ?»« Tu sais, je connais ta femme, » répondit Val dans un langage plus approprié. « Quoi ?»« Ouais, mais ce n'est pas elle que je cherche aujourd'hui. Je cherche quelqu'un d'autre. Et je veux des informations. » « Il a un nom, ce quelqu'un d'autre ?»« Ouais, il s'appelle Maquillas. »« Maquillas ? Tout le monde le connaît ici. C'est un habitué de la taverne. Bah, il était encore là hier. Mais aujourd'hui, j'en sais rien. Vous devriez voir du côté de l'université. C'est à quelques rues d'ici. » Pendant ce temps-là, Nicolas s'était rapproché de la table des joueurs de poker. Il demanda à rejoindre la partie. Il fut accepté. Au gré de ses missions, Nicolas avait appris à rouler ses ennemis, mais également ses adversaires. Ainsi, il avait dissimulé quelques cartes pour avoir la meilleure main à chaque fois. Il récolta ainsi facilement 50 pièces d'or. Quand il vit Benarvel se rapprocher à son tour, il lui laissa sa place, en lui donnant quelques conseils de roublard en passant. Vinsart et Mathusalem s'étaient, quant à eux, rapprochés du tavernier. Le nain prit la parole. « Écoute mon petit pote, j'aimerais que tu me donnes des informations à propos de Jacouille. Maquillas. » Le tavernier le regarda d'un air sceptique. « De toute façon, j'ai Alzheimer, renchérit Vinsart. Demain, j'aurais déjà oublié, donc tu peux me le dire ?»« Maquillas, tu le trouveras à l'université de Chiquita. »« Oui, je sais, mais c'est tout. Vous n'avez que ça comme info ? » ?»« Ça ne suffit pas, Nabo ? » ?»« Bah si, c'est... » Ils furent interrompus par un événement. Mathusalem s'était approché des 2 clients au comptoir et les avait assommés tête contre tête, sans aucune raison apparente. Toute la salle était sous le choc. Mathusalem s'adressa alors au tavernier. « Tu l'as vu, ma biche ?» Benarvel, qui avait bondi de sa chaise, fit tomber quelques cartes de ses manches. « Hé, regarde, il triche celui-là ! Enfoiré, tu vas nous le payer !» Et le prix à payer pour Benarvel était de 30 pièces d'or pour éviter une bagarre inutile. Dans cette cacophonie, Mathusalem sortit un parchemin de sa poche qui permettait à son propriétaire de transformer ses cibles en tabourets. Le problème est qu'il n'avait jamais fait de magie de sa vie. Son sortilège fut un échec cuisant. Néanmoins, l'un des 2 hommes se réveillera avec une jambe de bois. Après tout ce bazar, les 5 aventuriers n'étaient plus vraiment les bienvenus dans la taverne. Ils quittèrent l'établissement, mais ils avaient une destination, l'université Chiquita. Les aventuriers sortirent de la taverne et tombèrent nez à nez avec Maquillas, qui allait certainement se rincer le gosier. « Ah bah je vous cherchais. Je savais que je vous trouverais là. Allô à l'auberge, c'est ma tournée. »« vous êtes sûr ?» demanda Nicolas plutôt gêné. Maquillas ne répondit même pas les questions. Il venait de s'arrêter net en voyant Mathusalem. « C'est qui celui-là ?»« Moi, je suis le propriétaire d'une banane Lacoste. Mon nom est Mathusalem. »« Mais vous l'avez trouvé où ce connard ?» Les aventuriers se regardèrent les uns les autres, ne sachant quoi répondre. « Bon, laissez tomber, » finit par reprendre Maquillas. « Suivez-moi, c'est ma tournée. » Ils entrèrent dans l'auberge. Les clients ainsi que le tavernier ne réagirent pas au retour des aventuriers, sans doute parce qu'ils étaient cette fois accompagnés de Maquillas. Ce dernier s'arrêta net, surpris de voir 2 hommes inconscients près du comptoir, mais il ne s'attarda pas dessus. Il invita les aventuriers à une table et passa commande. Puis il prit la parole. « Comme je vous l'ai dit à la taverne du Chat-et-Miaule, je soupçonne ma collègue Emmanuel de vouloir ramener des morts à la vie, afin de se constituer une armée de morts vivants pour dominer le monde. Elle a l'habitude d'écrire toutes ses notes dans un grimoire qui est évidemment bien gardé dans son bureau à l'université. Je vous aiderai à rentrer sans problème. Mais une fois à l'intérieur, il vous faudra vous débrouiller seul. Il faut absolument l'empêcher de mener son projet à terme. Ramenez-moi ce grimoire et je vous récompenserai. » Tandis qu'il parlait, Nicolas en profita pour s'éclipser du groupe et se diriger vers les 2 hommes inconscients, afin de les fouiller. Il récupéra 30 pièces d'or sur l'un et 35 pièces d'or sur l'autre. À la table, Maquillas aperçut le tavernier s'approcher avec l'addition. Alors il se leva et s'approcha de la sortie en clamant une dernière consigne aux aventuriers. « Retrouvez-moi demain midi à l'université. »« Ok, à demain, » répondit Mathusalem. « Hé Maquillas, tu crois que je t'ai pas vu partir sans payer ?» invectiva Val. « C'est ta tournée, je te rappelle. »« Ah oui, pardon, excusez-moi. » Maquillas fut bonne figure et paya l'entièreté de l'ardoise. Après ces événements, chaque aventurier loua une chambre à 10 pièces d'or.
Ils passèrent la nuit jusqu'au lendemain. Les aventuriers se réveillèrent paisiblement et consommèrent chacun leur petit déjeuner compris dans leur chambre. Ils se rejoignirent au comptoir. Ils payèrent, ils se préparèrent et quittèrent l'établissement en direction de l'université Chiquita. Après s'être perdus dans la ville, ils trouvèrent enfin l'université. Ils attendirent Macuyas qui finit par arriver, non sans retard. Ce dernier scruta le groupe et demanda « Bah, il est où le nain ?» Les aventuriers se regardèrent. Effectivement, Vincent n'était pas avec eux. À bien y réfléchir, personne n'avait remarqué son absence depuis la matinée. Ils ne purent donner aucune explication à leur interlocuteur. Tant pis, on fera sans lui. Suivez-moi. Macuyas monta les marches du parvis de l'université, suivi de près par Val, Nicolas, Benarvel et Mathusalem. 2 gardes tenaient la porte. Macuyas prit la parole. Ces hommes sont de nouveaux élèves. Ils m'accompagnent. Les gardes ignorèrent totalement l'information. Ils semblaient tellement blasés de leur situation qu'ils auraient pu laisser passer un char entier de trolls des marais. Macuyas et ses soi-disant élèves ne se firent pas prier d'entrer. À l'intérieur, une grande salle s'ouvrit au groupe. Devant eux, un escalier massif qui emmenait à l'étage. Il y avait également une porte de chaque côté de la pièce. Macuyas reprit la parole. L'étage est très fréquenté par cet escalier. C'est le plus rapide, mais aussi le plus dangereux pour vous rendre au bureau d'Emmanuel, qui se situe au 4e étage. Je vous conseille de passer par les cuisines et de faire le tour. Vous rencontrerez moins de problèmes. On se retrouve demain à l'auberge. Bon courage, messieurs. Une fois Macuyas parti, les aventuriers se concertèrent. Si on passe par les cuisines, on pourra acheter de la bouffe, proposa Val. Non, répondit Dimitri Lisfer, le maître du jeu qui faisait ce qu'il voulait, puisque c'était son récit, au point de s'incruster pour empêcher que ça devienne définitivement le bordel dans cette histoire. Moi, je passerai par l'étage, déclara Mathusalem. Ouais, j'avoue, j'aurais dit l'étage aussi, répondit Nicolas. Macuyas nous a donné son avis, mais c'est peut-être faux. Puis comme ça, on pourra se battre, dit Mathusalem. Ouais, c'est vrai, dit Val. Puis peut-être que c'est dangereux, mais c'est plus rapide, insista Mathusalem. Donc dans tous les cas, on est gagnant. On prend l'étage alors demanda Nicolas à l'ensemble du groupe. Ouais, allez, on prend l'étage, se décida Benarvel. En haut de l'escalier, les aventuriers se retrouvèrent dans un large et long couloir orné de colonnes, de peintures et de portes d'où sortaient et rentraient des centaines de personnes. Essentiellement de jeunes mages qui se pressaient. Il y avait là un trafic très dense. Si dense que personne ne fit attention aux aventuriers qui traversèrent la zone jusqu'à atteindre un 2e escalier. Au bout de ce dernier se trouvait juste en face un escalier qui menait au 3e étage. Les aventuriers l'empruntèrent et, au bout de l'escalier, ils tombèrent nez à nez avec l'escalier qui menait au 4e étage. Pfff, c'est trop facile, pesta Mathusalem. Venez, on descend et on passe par les cuisines. Non, c'est trop tard, répondit Nicolas. Maintenant qu'on est là. Mais je m'en doutais un peu qu'on allait passer sans encombre. J'ai oublié ma banane Lacoste en bas. Tu parles de celle qui dépasse là demanda Val. Un moment de silence. Oh mais non, c'est nul là. On a tué personne. Malgré l'insistance de Mathusalem, le groupe ne fit pas marche arrière. Ils étaient maintenant dans un couloir qui menait à 3 portes. Une à gauche, une en face, une à droite. Moi je dis la porte du milieu, proposa Nicolas. Moi aussi, répondit Ben. Ok, moi je veux aller à droite dans ce cas, rétorqua Matt. Moi je veux aller à gauche, conclut Val. Finalement, la majorité l'emporta et le groupe ouvrit la porte d'en face. Ils entrèrent dans un petit bureau. 2 jeunes mages farfouillèrent les tiroirs quand ils virent entrer les aventuriers. Ils se relevèrent. Merde, on est repérés. Les jeunes, dit Val. Qu'est-ce que vous fouinez là, Qu'est-ce que ça peut te foutre, lui répondit le second mage. Mais t'es même pas un mage en plus. Vas-y Hubert, on les attaque. Tandis que les 2 jeunes mages sortirent leurs baguettes, Mathusalem leur demanda au cas où s'ils avaient vu la biche. Évidemment, ils ne répondirent pas. Vexé, il chopa le premier et l'enferma dans un placard juste à côté. Il tenta de rattraper le second, mais il se débattait avec une telle vigueur que le guerrier dut lui coller une droite. Après un certain effort, les jeunes mages se retrouvèrent enfermés dans le placard. « Vous faites chier les gosses !» hurla Mathusalem. Comme les jeunes mages hurlaient de toutes leurs forces qu'on les libère, Benarvel fit exploser le placard avec un sort. Le meuble éclata en morceaux de bois et le sang des mages éclaboussa toute la pièce. Par une chance inouïe, les aventuriers n'eurent aucune tache de sang sur leurs vêtements. Avant que le groupe ne quitte l'endroit, Nicolas et Ben fouillèrent la pièce. Le voleur trouva un parchemin de boule de feu. L'elfe s'en tira avec 2 parchemins de glace et 50 pièces d'or. Les aventuriers retournèrent dans le couloir et approchèrent cette fois la porte de droite. Bien que Mathusalem insista pour la porte de gauche, mais ils aperçurent une petite plaque sur la porte de droite sur laquelle était inscrit «
bureau d'Emmanuel. À l'intérieur, le simple bureau se révéla être un véritable appartement. D'ailleurs, ils virent un salon avec ce qu'on trouve de fauteuils, table basse et canapé. Et surtout, l'endroit était occupé par un petit garçon qui lisait un livre. Il stoppa sa lecture lorsqu'il vit les aventuriers rentrer et leur demander « Vous êtes qui ?» Nicolas s'approcha de lui, calmement et dans un but précis, l'assommer. Le voleur leva son poing et l'abattit sur le crâne du garçon qui ne réagit pas d'un cil, impassible. À l'inverse de Nicolas qui venait de se fracturer la main. Le jeune garçon était maintenant en colère. « Qu'est-ce qui te prend, toi ?» Alerté par la blessure de son compagnon, Benarvel commença un sort de soin sur la main de Nicolas. Comme il ne les gérait pas comme un pro, il avait besoin de se concentrer. Alors, quand le petit garçon vint s'adosser à son bras en lui demandant « Mais t'es qui, toi? T'es qui, toi ?» Benarvel fractura la seconde main de Nicolas par accident. Nicolas manqua de s'évanouir dans cette histoire. Voyant la situation, Mathusalem prit la parole. « Je vous l'avais dit d'aller à gauche. » Puis il se tourna vers le garçon et lui dit « Bien joué, petit. Tu peux me donner ton bouquin ?» Le gamin tendit le livre à Mathusalem qui le prit. « Merci, petit. » Agacé par la situation, Val attrapa l'enfant par le col et lui hurla. « Tu vas tout me dire ou je te nique !» Pour se défendre, l'enfant hurla de toutes ses forces. « Ah !» Ce cri alerta un mage qui passait au même moment dans le couloir. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» « Est-ce que vous pourriez me soigner, s'il vous plaît ?» demanda Nicolas à l'illustre inconnu. « J'ai les deux mains fracturées. »« Oh, mais bien sûr, mon ami. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Le mage soigna les deux mains de Nicolas qui retrouva sa force. Le voleur reçut en cadeau une potion de soin, juste au cas où. Voulant profiter de la bonté de cet homme, Benarvel lui demanda s'il pouvait lui enseigner un sort de soin. « Mais bien entendu, mon ami. Écoutez-moi bien, c'est très simple. » Benarvel écouta les consignes et apprit à lancer un sort de soin majeur qui ne lui demanderait pas trop de concentration dorénavant. Puis le mage inconnu lui offrit 3 potions de soin. Enfin, Mathusalem lui demanda qui était cet enfant. « Vous ne connaissez pas cet enfant ? Mais... Attendez, vous êtes des intrus !» Alors qu'il tentait de s'enfuir en courant pour probablement chercher du renfort, Val lui asséna un violent coup sur le crâne, ce qui assomma le pauvre homme. Paniqué, le garçon se remit à hurler. « Toi, tu vas te taire, prévint Nicolas, ou tu vas finir comme le mage !» Apeuré, le garçon se calma et se contenta de chouiner cette fois. Pas satisfait, Benarvel empoigna son épée pour lui couper la langue. Alors le garçon hurla de plus belle, ce qui attira l'attention d'un autre mage qui passait dans le couloir. « Mais c'est quoi ce bordel ?» « Écoute, bonhomme, lui dit Mathusalem, tu nous calmes ce gosse s'il te plaît, parce que, quoi qu'on fasse, il chouine !» Le mage ne se fit pas prier. « Allez, calme-toi, fiston. Regarde, tu as encore assumé ton professeur. Il faut vraiment que tu arrêtes tes bêtises. »« On recherche le grimoire, dit Val. Vous savez où il est ?»« Oui, ce doit être ma femme, Emmanuel, qui doit le posséder. Allez la voir, elle fait court dans la pièce de gauche. » Les aventuriers quittèrent le bureau, laissant le garçon se faire punir par son père. Puis ils ouvrirent la porte de ce qui était une salle de classe. Une grande et belle blonde, vêtue d'une robe blanche et d'une cape violette, donnait des cours à quelques jeunes élèves. Elle se tourna vers le groupe d'aventuriers et réclama leur identité. « Il y a un de vos collègues qui a besoin de vous, répondit Nicolas. Il faut que vous sortiez. »« Bah non, je suis en train de faire cours. »« Nous sommes des élèves, affirma cette fois Benarvel. »« Oh, très bien. Qu'attendez-vous pour entrer ?» Les 4 aventuriers s'installèrent au premier rang. Tout en écoutant le cours, ils se dirent qu'ils n'étaient toujours pas avancés dans cette histoire. Du coup, Mathusalem y alla franco. « Il est où le grimoire ?»« Le grimoire ? On en a besoin pour une recette de gâteau, déclara Val. Au chocolat. Mais vous n'êtes pas des élèves en fait. Tandis qu'elle s'équipa de son sceptre, Nicolas en profita pour s'éclipser de la pièce sans que personne ne le voie. Il observait maintenant la scène dans l'entrebâillement de la porte. Il put ainsi voir Benarvel sortir un parchemin de glace et le déclencher sur la professeure. Les aventuriers se retrouvèrent maintenant avec une enseignante paralysée dans la glace et une dizaine d'enfants pétrifiés par la peur, dont certains commençaient à geindre. « Putain, ça me saoule !» gueula Mathusalem. « Vas-y, je me casse, moi !» Mathusalem sortit de la pièce comme un camionneur et gueulant comme un putois. Pourtant, personne ne remarqua son absence. Val prit la parole. « Bon, écoutez les mioches, vous allez tous me raconter ce que vous savez et surtout où est ce foutu livre, ok ?» Les enfants déballèrent toutes les informations. Ainsi, Val et les autres aventuriers découvrirent que la professeure pétrifiée dans la glace était Emmanuel, également directrice de l'université Chiquita. Elle avait confié le grimoire à son fils Joyeux, et ce grimoire était en réalité le livre qu'il lisait.
Le grimoire tant recherché d'Emmanuel était donc dans les poches de Mathusalem qu'il avait dépossédé des mains de joyeux Nuel. C'est par ces étonnantes révélations que les aventuriers quittèrent victorieux l'université de Chiquita. Toutefois, Benarvel était sceptique quant à la mission. « Écoutez, je ne crois pas que ce grimoire puisse réellement réveiller les morts. Si c'était le cas, si Emmanuel voulait vraiment se constituer une armée de morts vivants, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant ?» Benarvel marque un point, admit Val. « Cette femme a un enfant, un mari. Elle donne des cours à des élèves. Je ne suis pas certain qu'une telle personne ait besoin de dominer le monde. » « À l'inverse de Macouillasse, ajouta Nicolas. Les aventuriers restèrent songeurs. « Alors, qu'est-ce qu'on fait » demanda Vinsart. « On garde le grimoire, répondit Nicolas. « Et pour Macouillasse » demanda cette fois Val. « Nous n'avons qu'à lui dire que nous ne l'avons pas trouvé. » Une fois dehors, Macouillasse les attendait. Ce dernier leur demanda s'ils avaient réussi leur mission. Après en avoir discuté sur le chemin du retour, d'avoir pesé le pour et le contre, ils affirmèrent de concert qu'ils n'avaient pas trouvé le grimoire. « Quoi ? Mais ce n'est pas possible! Vous êtes des incapables! J'ai tout misé sur vous! Merde! Bande de connards !» Macouillasse ne s'était pas préparé à un tel scénario. Aussi, il observa les environs dans l'optique de jeter un sort, mais il y avait beaucoup trop de monde dans la rue. Il se résigna et s'éloigna en vociférant des insultes tout du long. Puis les aventuriers aperçurent Vinsart qui arrivait de l'autre côté de la rue en courant. « Eh les amis, désolé du retard, il m'est arrivé des trucs de fou, je vous raconterai. Alors, on se la fait cette université ?